Bonjour, chers professionnels du voyage et du tourisme, et bienvenue à ce programme d'entretien web et vidéo qui s'appelle Leader inspirant par The Travel Experts. Je suis en compagnie aujourd'hui de Fabrice Dario. Bonjour. Bonjour Fabrice, qui est un leader inspirant pour moi personnellement. Et j'ai demandé à Fabrice à nous accorder cet entretien pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que Fabrice est un homme complet. Non seulement c'est un matheux, un homme de chiffres, un homme de tête, mais aussi c'est un fin littéraire, un écrivain en soi, qui a un goût prononcé pour les mots. Et puis, c'est un pionnier du voyage en ligne. Il a un parcours assez intéressant. Les 10 premières années de ta vie professionnelle, tu l'as faite dans la finance. Tout à fait. En créant une société avec d'ailleurs Jean-François Ariel, le PDG de Voyageurs du Monde. Et puis, en 97, après 10 ans dans la finance, tu bifurques vers le voyage. Il faut dire que tu as fait une école que je ne connaissais pas. D'ailleurs, est-ce qu'elle existe toujours, cette école de Paris des statistiques ? Elle existe toujours, c'est l'Institut de statistique de Paris, l'ISUP, voilà, c'est une école qui forme aux mathématiques et à l'actuariat, c'est-à-dire aux mathématiques de la finance. Et de nombreux matheux sont chaque année diplômés de l'ISUP, voilà. D'accord. Et en fait, il y a beaucoup, je pense, des cadres qui vont à l'INSEE après, de là-bas ou pas ? Alors, l'INSEE a sa propre formation. Donc il y a deux voies pour apprendre les probabilités et les statistiques en France. Il y a l'INSEE qui a intégré sa propre formation et il y a l'ISUP. Voilà, ce sont deux écoles spécialisées dans les stats, les maths, l'actuariat. D'accord. Donc, un Mathieu après qui a bifurqué vers la littérature, puisque l'année dernière, tu as publié un roman qui s'appelle La valise et le cercueil, qui est un roman policier, on va en parler tout à l'heure, et qui se déroule dans les années 70, à Montmartre. Parce que toi, tu es né à Montmartre, en fait. Et c'est là où tu as situé le roman. Je ne savais pas au départ. Je me disais, mais pourquoi donc ? Et là, j'ai compris. Parce que c'est un lieu que tu connais particulièrement bien, donc. Alors, c'est un Montmartre imaginaire, puisque l'action de ce premier roman se passe à Pigalle et Montmartre dans les années 60. Donc, j'étais pas né ou j'étais pas grand. Mais du coup, c'est un peu... oui, c'est là où je suis né, mais forcément, c'est une époque que j'ai reconstituée, puisque j'étais trop petit pour en être témoin. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Maintenant, pour démarrer cet entretien, moi j'aimerais bien te poser la première question. Est-ce que toi, tu te considères comme un leader inspirant ? Dans l'industrie du voyage et du tourisme, on parle. Alors, tout est relatif, hein, il faut rester humble, je dirais. Un leader, ça peut être quelqu'un, il y a plusieurs types de leaders. Il y a des leaders qui vont guider ou qui vont soulever l'enthousiasme d'un certain nombre de gens par leur action. Et il y a des gens qui sont plutôt ce qu'on appelle des leaders d'opinion, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont éventuellement provoquer ou susciter l'intérêt par leurs idées. Peut-être que j'appartiens plus à la seconde catégorie qu'à la première, peut-être. Pas plutôt dans la catégorie où les gens vont traîner des masses derrière, comme un Gandhi, par exemple, aurait pu faire, voilà. Oui, enfin après, il faut raison garder. En même temps, même dans l'entreprise, il y a des gens qui sont plutôt des meneurs d'hommes, qui ont cette capacité, je dirais, à mobiliser beaucoup de gens. Moi, j'ai toujours eu un modèle, qui est sûrement lié à un phénomène psychologique, de petits groupes. J'ai quand même une certaine méfiance pour les grands groupes. Je me méfie de la loi des grands nombres. Ah, c'est intéressant, d'où ça te vient donc, Fabrice. Mais... je ne sais pas, c'est toujours... Voilà, je suis plus à l'aise, moi, personnellement, avec des petits groupes de gens très mobiles que je connais très bien. Par contre, bien évidemment, dans l'échange d'idées, je suis ouvert à tout le monde. J'entends bien. Alors, dis-nous, est-ce que tu as eu des rôles modèles, par exemple, dans ta vie ? Parce que souvent, quand on parle du leader, ça peut être des leaders inspirants, surtout, ça c'est mon sujet, en fait. Parce que j'aime bien les gens qui vont effectivement te donner une impulsion et qui peuvent être jusqu'à transformer même ta vie, hein, voilà, t'amener dans... Souvent on se cherche, on ne sait pas, etc. Et puis on voit quelqu'un et tac, on a l'étincelle et on dit, bah c'est ça, on voit plus clairement. Il y a des gens comme ça. Alors en PNL, en programmation neurolinguistique, on appelle ça modéliser. Modéliser, c'est quand tu as un objectif à atteindre, si tu ne sais pas forcément comment l'atteindre, alors tu prends quelqu'un
qui a cette capacité de faire, et tu vas faire comme lui. Alors, on est d'une culture où on dit copier c'est pas bien, mais en fait copier c'est très bien. C'est très bien, bien C'est sûr. très bien, donc voilà. Alors oui, bien évidemment, j'ai rencontré dans ma vie des leaders, mais je dirais des leaders sur des sujets techniques ou ponctuels. C'est-à-dire que j'ai été confronté à des difficultés, des obstacles ou des envies de faire, et puis je me suis inspiré de quelqu'un qui avait été ou qui est en train de gérer le même problème, et je me dis, que ferait-il à ma place, puisque lui, il a priori plus d'expérience ou plus de savoir-faire. Oui, ça, je le fais régulièrement, Oui. mais ponctuellement sur un sujet ou un autre, bien évidemment, énormément en littérature, puisque c'est comme en peinture, il y a des maîtres, et on ne peut que s'incliner modestement devant leur œuvre. Je me rappelle pas, il y a Picasso même qui a dit une phrase, tu sais, c'était quoi, les génies qui copient, les grands, etc. Donc il est bien pour la copie en fait, c'est pas quelque chose de mal à copier quelqu'un. Il y a une exposition il y a quelques années à Paris, au Grand Palais, qui était extraordinaire, qui s'appelait Picasso et ses maîtres. Et ça explique que Picasso, avant de devenir un innovateur, c'est quelqu'un qui a passé son temps à reproduire les classiques. Pendant des années, il n'a fait que reproduire l'œuvre des maîtres. Et quand il a intégré l'œuvre de tous les grands maîtres, il a dit « je vais inventer mon propre style ». Mais il n'a pas inventé ex nihilo, il a inventé avec une base culturelle. Et il avait beaucoup, beaucoup d'admiration pour tous les grands maîtres de la peinture. D'accord. Et tu ne nous as pas dit quel est ton modèle donc dont tu t'inspires ou tu n'en as pas ou j'en ai eu ponctuellement, professionnellement. J'ai pu rencontrer des gens qui savaient faire quelque chose dont je me suis inspiré. Mais c'est toujours, je pense, ça restera ponctuel. Voilà, si je veux écrire, il y a un certain nombre de gens qui non seulement qui ont bien écrit, mais qui ont écrit comment ils écrivaient. Oui, donc là, c'est encore mieux parce qu'il y a des gens qui vous ont donné en quelque sorte un mode d'emploi et qui ont expliqué de l'intérieur comment on fait pour obtenir tel et tel ressenti ou œuvre. Alors dans l'entreprise, bien évidemment, je fais la même chose. C'est-à-dire que si je suis confronté à un problème technique ou de technologie ou autre, je vais essayer de voir s'il n'y a pas autour de moi des gens qui ont du talent et la capacité à, je dirais, à gérer le problème. J'entends bien. Alors, dis-nous maintenant, ce qui m'intéresse un peu chez toi aussi comme ça, ta trajectoire professionnelle. Tu étais financier donc, et puis tu bifurques vers le voyage. Pourquoi tu as fait ça en 97 ? Parce que tu lances Bourse des vols déjà en 97, mais d'abord sur Minitel et 3 ans plus tard sur Internet, bdv.fr, tout à fait, qui existe toujours, qui marche très bien, tu nous diras. Et pourquoi tu as fait le voyage donc ? Qu'est-ce que c'est cette idée étrange qui t'est venue en 97 comme ça ? Alors en fait, on revient toujours à ses origines, on n'y échappe pas. Donc moi j'ai fait des maths parce que j'appartiens à une génération où on valorisait beaucoup les mathématiques. Oui. Que quand on était bon en maths, on faisait des maths parce qu'on avait plus de débouchés professionnels. En fait, les maths n'étaient pas la matière où, entre guillemets, j'étais le meilleur. Il y avait d'autres matières où je me débrouillais mieux que les maths. Mais les maths, c'était la voie royale. Donc, voilà, on poussait les gens à faire des maths. Je crois que ça l'est toujours un peu. Et voilà, donc à partir de là, moi j'ai fait des maths parce que je me débrouillais. Ensuite, je travaillais 10 ans dans l'information financière. Ça a correspondu à une époque très particulière qui est la numérisation de toutes les cotations financières, et on est passé d'un monde du 19e siècle, je dirais le monde de Balzac ou de Maupassant avec des criers, des hommes, des agents de change qui étaient des agents ministériels, à un monde informatique et numérique. Donc c'est cette aventure que moi j'ai vécue à l'époque. J'ai travaillé dans une boîte d'information financière qui s'appelait Fininfo. À l'époque, tu l'as rappelé, avec Jean-François Rial qui depuis a pris la tête de Voyageurs du Monde. Et pendant 10 ans, on a fait ça. C'était une expérience riche à tout point de vue. Au bout de 10 ans, voilà, chacun a fait ses choix. Et on a considéré l'un comme l'autre que probablement qu'il fallait prendre un virage pour les 10 années suivantes. À l'époque, j'avais un projet, je ne l'ai pas mené au bout. D'ailleurs, c'était de dire tous les 10 ans, je changerais de métier. Comme ça, j'aurais eu l'impression d'avoir plusieurs vies. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Je peux encore changer. Voilà. Et là j'ai passé les 10 ans dans le voyage. Et donc, voilà, donc il s'est trouvé qu'à l'époque, on avait un savoir-faire. J'avais un savoir-faire dans la numérisation de l'information. C'était la fin du Minitel, c'était le début d'Internet. Le monde numérique et digital était en train d'apparaître. On a dit, on va changer, la manière d'acheter des voyages va changer, elle est en train de changer. Le e-commerce, qu'on n'appelait pas encore comme ça, est en train d'apparaître. Donc c'est peut-être l'occasion d'inventer un système qui permettrait de comparer les prix et de faire du booking et de la réservation en ligne. C'est comme ça qu'est né le projet Bourse des vols, mais qui s'appuie quand même sur un savoir-faire qui est celui de fabriquer des banques de données et de la diffusion d'informations.
D'accord. Tu fabriques des banques de données, toi? Enfin, on élabore des banques de données. On collecte de la data, il faut collecter des données, il faut les mettre dans des bases de données, il faut les exploiter. Donc c'est un travail numérique. Mais enfin, tout Internet, c'est que de la banque de données, en fait. Mais en fait, pour toi, c'est pas tellement, donc finalement, là, maintenant, j'y pense pas tellement le voyage, c'est plutôt la technicité qui est liée. Ça aurait pu être n'importe quel autre produit. Oui, mais j'ai trouvé que le voyage, j'aimais bien. Alors, j'aimais bien parce que j'ai toujours voyagé, c'est-à-dire que c'était dès que j'ai eu un peu d'argent, jeune homme, j'ai voyagé. Voilà, d'autres mes copains. Tes pays de prédilection, rapidement. Les pays de prédilection, l'aérien, le transport aérien a beaucoup changé. Donc avant, on voyageait beaucoup en train et moins en avion. Oui, c'est vrai. Donc voilà, dès que j'ai eu un peu d'argent, les autres mes copains s'achetaient des grosses motos et moi je partais en Turquie, en Grèce, au Maroc. Voilà, le voyage, j'ai toujours aimé ça, donc je dis pourquoi pas concilier les deux. Voilà, l'utile et l'agréable. D'accord. Et aujourd'hui, ici, là, les jeunes, par exemple, qui hésitent à aller dans l'industrie du voyage ou pas, parce que bon, c'est une industrie quand même sympathique, etc., mais en même temps difficile et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Alors, tu leur dirais quoi? Allez-y ou... Hein? Le voyage, le tourisme et le transport aérien seront probablement la première industrie du monde au XXIe siècle. Oui. Voilà, je pense que ça va dépasser un jour l'automobile. Et le cinéma. Et le cinéma, ça va devenir considérable. Maintenant, en même temps que ce marché s'agrandit, il y a un morcellement qui est en train de se faire. C'est-à-dire que pour l'extension de ce domaine, ce volume d'affaires, crée une foultitude de nouveaux marchés, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire et des nouveaux métiers, on en voit apparaître tous les jours. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le développement économique du secteur. Par contre, pour capter des parts de marché et pour survivre, il va falloir sûrement changer des modèles. Et les modèles qu'on a connus, je dirais à la fin du XXe siècle, sont probablement périmés. Tout est remis en cause. En tout cas, les modes de production-distribution anciens sont sont extrêmement secoués, et notamment par l'ubérisation de l'information, l'ubérisation du monde économique, puisque chacun peut devenir demain, même modeste, un acteur du tourisme, parce qu'il va louer à un touriste américain une chambre dans son appartement, où il va commencer à faire du transport entre le centre-ville et l'aéroport. Oui, ça c'est vrai. Mais alors, tu leur dirais oui ou pas? Je leur dirais oui, mais soyez prêts à changer votre fusil d'épaule plusieurs fois et plutôt vite, car les cycles économiques sont de plus en plus courts. Il faut être souple et très flexible. Il faut être très souple et bouger souvent. Et d'ailleurs, je pense que nos enfants qui ont aujourd'hui entre 15 et 25 ans auront plusieurs métiers. Oui. Déjà, nous en avons eu plusieurs, mais eux encore davantage. Plus personne aujourd'hui ne fera comme nos parents. Et c'est peut-être un bien, le même métier pendant 40 ans. Ouais. Dis-nous un petit peu plus maintenant sur bdv.fr. J'ai lu récemment que tu voulais avoir une offre plus B2B, puisque toi tu es très farouche au départ B2C, tu ne jurais que par le B2C. Subitement, pourquoi B2B et comment tu te positionnes suite à ça par rapport à un Rezaneo, Mr Fly et voilà, d'autres distributeurs de billets aériens en ligne? Parmi les OTA, il y a deux types d'OTA, d'agences de voyage en ligne. Il y a celles qui font du B2B et celles qui n'en font pas. Voilà. Nous, au départ, on est plutôt B2C, mais parce que pour faire du B2B, il faut déjà être performant pour soi-même. C'est-à-dire que avant de pouvoir projeter sa performance sur les autres, il faut être sûr qu'on a le niveau. Donc une fois qu'on a acquis la certitude qu'on a un bon système B2C, on se dit il y a un certain nombre d'acteurs qui ne veulent pas s'occuper de vol parce que c'est devenu compliqué, chronophage, et il faut bien le dire, relativement peu rémunérateur par rapport à d'autres activités touristiques, mais qui ont besoin que leur clientèle soit gérée par un professionnel qui va offrir un service sur Internet de qualité et pour lequel le niveau de rémunération est correct et le niveau de la réputation ne sera pas entamé. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir qu'un acteur qui va déléguer la vente et l'édition de son vol sec, il a intérêt à choisir bien son prestataire parce que rapidement, sa marque et sa valeur ajoutée peuvent être entamées. Les phénomènes de réputation sont aujourd'hui rapides et explosifs. Par rapport à un distributeur qui est mal vu, etc. Ah oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que... C'est-à-dire que si un producteur délègue sa marque blanche en vol sec et que le service n'est pas bien rendu, bien évidemment, sa production ou son cœur de métier peut être affecté. Donc, il ne faut pas déléguer son vol sec à n'importe qui. D'accord. Donc,
tu te lances quand même sur le B2B, dans quel sens? Donc tu vas proposer... Oui, je propose à un certain nombre d'acteurs de faire à leur couleur un service Internet de qualité avec tous les paramétrages et les modifications qu'il faut faire au quotidien pour être performant sur Internet. En gros, si quelqu'un connecte un GDS et met enfin un site Internet qu'il met sur la toile, il n'aura pas de vente. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de compétitivité est devenu extrêmement élevé. Il y a de très grands acteurs sur ce métier-là. Il y a une foultitude de réglages, de paramétrages et de procédures qu'il faut mettre en place pour avoir une chance de conquérir l'internaute qui est devenu extrêmement volatile et comparateur. Donc nous, on fait cette promesse, c'est un service Internet de qualité qui permet de prendre des parts de marché sur Internet. D'accord, tu as ton propre moteur. Nos propres moteurs et surtout nos propres paramétrages. Au départ, tout le monde a les mêmes moteurs. La différence va se faire dans les paramétrages. D'accord. Mais ta différence par rapport à un Mr. Fly ou Rezaneo, il y en a? C'est quoi? Alors, Mr. Fly, c'est tout récent. Donc lui, Mr. Fly, visiblement, il va être déjà bien occupé par son actionnaire. Et je dirais pas client unique, mais probablement prioritaire, parce que quand on a la chance comme eux Tu parles de vente privée? de vente privée, il y a déjà une part de marché considérable à exploiter. Donc voilà. Non, mais là c'est le B2C plus, donc il continue à développer le B2B aussi. Voilà, en tout cas, visiblement, moi, Bon, on leur demandera, mais visiblement déjà exploiter la manne commerciale de vente privée, c'est déjà en soi une gageure. Et donc, c'est pas un acteur à date, hein, je parle de la vérité d'aujourd'hui, très présent en B2B. Voilà, après, il y en a d'autres, chacun va falloir sa différence. Nous, c'est quoi notre promesse chez Bourse des Vols? Notre moteur extrêmement agressif, il est bien paramétré, il est pupitré 7 jours sur 7, et on a call center front et back office qui est en France, donc une qualité relationnelle d'un niveau élevé, là où la plupart des acteurs ont délégué à l'étranger, oui, avec un affaiblissement drastique du niveau de qualité de service et la réputation de certains acteurs en a beaucoup souffert parce qu'ils se retrouvaient avec du personnel ou une gestion back-office qui n'était pas au niveau. Pas au niveau. Et là, les gens qui font le hotline, la relation client, ils sont basés ici aussi? Il y en a là-haut, il y en a d'autres en France. Voilà. En tout cas, nous sommes entièrement localisés en France, oui, et le niveau d'expertise qu'est le nôtre est élevé. Donc, le niveau de qualité qui va être rendu à un partenaire au B2B est élevé. Un partenaire B2B, il ne veut pas d'enquiquinement. D'accord. Là, tu parles plus du B2B, mais ces gens-là qui s'occupent de hotline, ils sont aussi pour le B2C. Oui, bien évidemment. Après, le numéro de téléphone entrant, oui, va permettre de déterminer l'origine de l'appel et bien évidemment la personnalisation du contact téléphonique. Du contact, d'accord. Ok, mais ta différence, alors j'ai toujours pas compris, excuse-moi, mais alors est-ce qu'il y a, par exemple, moi je sais que Mr. Fly, je les ai un peu regardés parce que comme ils ont fait beaucoup de communication, je sais sur quoi ils se positionnent, ils ont choisi 3-4 créneaux, etc. Voilà, ils ont beaucoup de services ils ont beaucoup de upsell en fait. Parce que c'est un métier qui est quand même banal ou banalisé. Je veux dire, la vente des billets en ligne, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a beaucoup de sociétés, etc. Après, tout, c'est comment moi je suis différent et pourquoi on va venir plutôt chez moi que chez l'autre. Pourquoi on viendra plutôt chez toi, par exemple, tu vois? Alors, de deux choses. Soit on est en B2C et le client regarde la variable prix. Aujourd'hui, c'est un marché qui est complètement écrasé par la variable prix. Donc, le client viendra chez l'un ou l'autre. Oui. Si la variable prix et la promesse du prix est bonne et sur la remontée des tarifs est originale. Parce que si on interroge toujours un GDS de la même manière, oui, on aura toujours les mêmes réponses. Le seul moyen d'avoir des remontées tarifaires différentes, c'est de l'interroger différemment. Donc voilà, il y a une valeur ajoutée sur la manière de l'interroger. Si on l'interroge, c'est comme un perroquet, si on lui pose toujours la même question, il donne toujours les mêmes réponses. Toi, tu as les 3 GDS chez toi? Non, on en a un seul, mais déjà un seul GDS, c'est considérable la remontée d'informations qu'on peut faire en se mettant d'un seul coup à l'interroger différemment. Un exemple très concret, il est parfois très intéressant de partir avec une compagnie et de revenir avec une autre. Oui. Mais les GDS n'ont jamais été paramétrés, prévus pour qu'on parte avec une compagnie et qu'on revienne avec une autre. Il faut donc déparamétrer un certain nombre de choses pour trouver le tarif le plus bas. Donc ça, c'est une première manière. On le fait énormément et ça consomme une énergie et une valeur ajoutée considérable. C'est de dire on va se différencier parce qu'on va remonter des typologies de tarifs que les autres ne remontent pas ou mal. Ça, c'est la première manière. À ce moment-là, avec ces tarifs performants, on va essayer de conquérir sur Internet par les moteurs de recherche, par les comparateurs, par le référencement naturel, un certain nombre d'internautes qui vont dire c'est un bon prix, j'ai regardé les réputations de cette boîte, elle est bonne, moi je fais confiance, je rentre ma carte bancaire.
En B2B, l'approche est un peu différente. Il y a un donneur d'ordre. C'est celui qui dit « je veux un service de marque blanche en vol sec ». C'est lui le donneur d'ordre. Il a un cahier de charge. Même s'il n'est pas exprimé, au fond, il a un cahier de charge. Il a une manière, il sait ce qu'il veut. Oui. Alors que veut-il? Ça dépend des acteurs à qui on se confronte, mais en général, ils veulent une bonne qualité de service. Ils veulent un pupitrage et une surveillance 365 jours par an, 24/24. Et ils veulent une rémunération transparente, sans emmerdement. Voilà ce qu'ils veulent, en général. En général. Ouais. Il faut répondre à leurs demandes. Ouais. Voilà. Et nous, on répond à leurs demandes. On leur dit. Beaucoup de clients en B2B aujourd'hui? On en a 3-4 aujourd'hui. 3-4, d'accord. Voilà. Après, certains veulent être cités, certains ne le préfèrent pas, parce que certains ne veulent pas faire savoir qu'ils ont délégué leur marque blanche. Voilà, parce que quelque part, même pour le grand public, c'est-à-dire qu'au fond, le grand public comprend mal le fait qu'on puisse faire en marque blanche, confier sa marque blanche de vol, puisqu'il pense que quand il rentre chez un acteur du e-tourisme, l'ensemble des services vendus le sont par lui-même, mais pas toujours en vérité. D'accord. Aujourd'hui, ton volume d'affaires, c'est à peu près de combien par an en moyenne? Notre volume d'affaires tourne suivant le niveau d'activité et la pression publicitaire, entre 50 et 60 millions d'euros. De millions d'euros par an. D'accord. Avec une équipe, tu m'as dit, entre 20 et 30 personnes environ. Oui, suivant les projets, on va dire entre 15 et 30, mais il y a des gens, parfois on monte un projet, on a besoin d'une petite équipe, ensuite elle se sépare, voilà. D'accord. Et tu n'as pas, l'ambition de devenir une grosse boîte comme à l'époque Go Voyage ou d'être racheté par quelqu'un d'autre? Toi, tu as un modèle depuis donc 97, puis ça va faire... tu vas fêter 20 ans dans un an. Enfin, oui, c'est une bonne remarque. 17. Il faut faire quelque chose. On n'a rien fait. C'est une belle terrasse que tu as ici. Mais... voilà, tu restes à peu près, je présume, à peu près à la même taille. Tu es un peu comme Richard Branson qui dit que dès qu'il a 50 personnes dans une société, hop, il crée une autre. Donc, il ne veut pas avoir une taille. Ça, c'est un peu ton idée de petit groupe. Est-ce qu'on pratique le malthusianisme? Est-ce que volontairement, on s'empêche de croître? Volontairement, non. Il y a aussi des contraintes qui sont le fait qu'aujourd'hui, les parts de marché à conquérir sur Internet sont soit extrêmement chères, soit extrêmement compliquées. Donc, on aimerait avoir plus de croissance, mais aujourd'hui, c'est difficile. Et puis, l'environnement économique et politique qu'on a vécu depuis 2 ans n'a pas été très porteur, il faut le reconnaître. Mais en même temps, je dois dire que je suis plus à l'aise dans les structures petites, c'est-à-dire à taille humaine, avec un management réduit et efficace. Voilà, on a tous un modèle de management ou un modèle comportemental, et probablement que le mien, il est plutôt basé sur des petites équipes. D'accord. Et comment tu te vois dans les 5 ans, par exemple? Tu vas continuer comme ça ou tu projettes? Quelles sont tes ambitions? En bref. Quand on est entrepreneur, il ne faut pas se leurrer. À un moment, en tout cas, moi, j'ai jamais considéré que mon entreprise, c'était moi. Il y a moi et mon entreprise. Ce sont 2 entités différentes. Donc, quand on monte une entreprise, la vocation, c'est de la vendre. Voilà. Toute entreprise a vocation à être rachetée ou à racheter quelqu'un. C'est dans l'ordre des choses économiques. Voilà, donc aujourd'hui, je manage Bourse des Vols. Peut-être demain, ce ne sera pas moi. Je veux dire, c'est dans l'ordre des choses. Ça ne veut pas dire qu'on le souhaite. Ça veut dire qu'il faut l'accepter et que je ne suis pas Bourse des Vols à tout prix et ad vitam aeternam. Mais aujourd'hui, dans Bourse des Vols, du moment qu'on s'amuse bien, qu'on prend du plaisir, qu'on est libre et qu'on gagne de l'argent, on peut continuer longtemps. D'accord. Donc, dans 5 ans, ça peut être pareil. Peut-être, mais peut-être. C'est très difficile de dire où on sera dans 5 ans. Voilà. Ouais. Peut-être qu'en fait, le volume d'affaires sera monté à 500 millions parce que d'un seul coup, on aura réussi à faire la différence. Peut-être qu'on aura été racheté. Peut-être qu'on aura racheté quelqu'un qui nous permettra, par la croissance externe, de croître plus vite. Là, je ne peux pas le dire. J'ai pas de plan quinquennal en tête. J'entends bien, mais tes ambitions à toi, est-ce que tu as une vision particulière pour ta propre vie dans 5 ans? Tu vois, des fois, moi je peux t'en parler de la mienne par exemple, mais j'ai réfléchi beaucoup parce que, bon, des fois il faut voir un petit peu où on a envie d'y aller, mais toi t'en as ou? Mais ma vie professionnelle, c'est une partie de ma vie. Et puis ma vie professionnelle aujourd'hui, c'est Bourse des Vols. Je peux très bien imaginer avoir une vie professionnelle qui serait autre chose que Bourse des Vols. La preuve, c'est que j'ai une vie professionnelle qui n'était pas du tout dans le tourisme. Donc, là-dessus, je suis extrêmement pragmatique. J'adore Bourse des Vols, mais peut-être que demain, je ferai un autre métier et que je l'adorerai tout autant.
voilà, mais j'ai pas quelque chose de préprogrammé. Voilà, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie familiale, j'ai ma vie entre guillemets intellectuelle. Voilà, et j'essaie de faire en sorte que tout se complète. D'accord. Et ben on va parler de ta vie intellectuelle un petit peu parce que ça c'est un sujet qui m'intrigue aussi beaucoup. Moi qui adore aussi lire et écrire. Donc ton livre, La valise et le cercueil, voilà, ton premier livre qui a été édité par un éditeur, tu n'as pas fait une auto-édition qui Non, il y a énormément de gens qui font. C'est un compte d'éditeur et non pas un compte d'auteur. D'accord. Donc j'ai un éditeur, il a pris le risque de m'éditer. Voilà. Collection Sang d'encre. Ce que je voulais savoir, ça fait très longtemps que tu écris? Pas tant que ça. J'ai toujours aimé écrire, mais j'écrivais des fragments, des choses petites. C'est très différent d'écrire 2 pages et 200 pages. C'est-à-dire que c'est pas proportionnel du tout. C'est-à-dire que c'est presque 2 choses totalement différentes. Oui. Voilà. Oui, un peu comme dans le sport, c'est la différence entre courir le 100 mètres et le marathon. C'est toujours de la course à pied, mais c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc en fait, j'écrivais des fragments, et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas essayer d'écrire quelque chose d'un peu plus long. Et puis voilà, j'ai pris ma plume, j'ai mis de l'énergie, du temps, et voilà, je me suis mis à écrire. J'ai pris goût, et puis voilà. Après, on a un tapuscrit entre les mains, hein. On l'envoie à des éditeurs. On reçoit bien évidemment beaucoup de refus, et parfois pas de réponse du tout. Oui. Et puis un jour, quelqu'un vous dit j'ai lu votre tapuscrit, j'aime votre manuscrit, je veux l'éditer, appelez-moi. Voilà. Et ça, c'est la joie. Voilà, t'as envoyé à beaucoup d'éditeurs? Oui, j'en ai plusieurs dizaines quand même. Plusieurs dizaines. Mais tu connais l'histoire du guide de retard? Je crois qu'il a eu beaucoup de mal à trouver son premier éditeur. Il a envoyé plusieurs dizaines, personne ne voulait, jusqu'au jour où Hachette a dit ok, on vous édite, et ça c'est devenu le succès que. Alors l'histoire, oui, tout à fait. L'histoire de l'édition et l'histoire de la littérature est remplie de gens qui n'ont pas, soit qui n'ont pas trouvé d'éditeur, soit dont le premier ouvrage s'est très peu vendu d'ailleurs. Il y a beaucoup d'auteurs qui racontent que leur premier livre s'est pas vendu et que c'est le succès du deuxième ou du troisième qui a fait que d'un seul coup le premier est devenu populaire. Et en fait, ce livre, La valise et le cercueil, c'est un policier donc qui se déroule dans les années 70. C'est très touchant, c'est une histoire, il y a une histoire d'amour entre l'inspecteur Claude Fourier et une prostituée. Ça m'a fait penser à Georges Brassens, tu sais, la chanson... C'était quoi la chanson? Je ne sais pas, je suis pas un fan, je ne connais pas bien Brassens, mais c'est tout à fait... ça c'est bien son genre. C'est un éloge de prostituée en fait, mais bon... Et ça, c'est un premier de 5 en fait. Tu disais que tu vas faire 5, tu les vois 5, alors tu es en train de finir le deuxième. Alors, peut-être que alors du coup, oui, j'ai une petite idée en tête. Bien évidemment, quand on écrit, on a des maîtres, on a des gens qui sont des référents, qu'on modélise, pour revenir un petit peu sur le sujet qu'on abordait précédemment. Donc voilà. Tu en as beaucoup là, tu les cites à la fin. Oui, j'en ai un certain nombre. Bon, pour moi, le plus grand de la littérature francophone policière, c'est bien évidemment Georges Simenon. Parce que justement, il n'est pas très policier, donc du coup, il est plus intéressé par les ambiances que par l'histoire, et ça, c'est vraiment une référence. En fait, le policier devient presque un prétexte pour décrire une ambiance, une situation, une famille. Voilà, donc moi, aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir reprendre, je vais les revoir parmi ceux que j'ai cités, parce qu'ils sont nombreux, donc je me souviens. Voilà, donc il y a un certain nombre de gens que j'aime, j'ai croisé, Audiard, Boudard, Camus. Bernard Pivot. Bernard Pivot, oui, parce qu'il m'a inspiré quand j'étais jeune homme. Après, il y a des acteurs comme Dupontel, des auteurs comme René Fallet. Lui, il a une histoire particulière. Il était à l'école avec ma mère, donc des choses comme ça. Et ce sont des gens qui m'ont inspiré. Et forcément, pour revenir un peu à ce qu'on disait précédemment, quand on écrit, on le fait toujours avec des exemples qu'on a en tête et qu'on espère petit à petit reproduire, mais faut jamais copier. Faut essayer à partir de l'œuvre des autres de construire quelque chose qui soit un peu soi-même et qui nous permette de rebondir. Non, mais il ne faut pas parler de plagiat, bien entendu, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé ce livre vraiment super bien écrit.
Déjà, l'histoire en soi, elle est intéressante. Moi, je suis très sensible au langage parce que comme c'est pas ma langue maternelle, le français, donc je mets Enfin, je fais des efforts et je suis très sensible à ça. Regardez comment ça finit déjà ton histoire. Comme une goutte d'eau qui serait restée 100 000 ans, emprisonnée dans un glacier. Cette nuit-là, à Pigalle, elle est glissée sur le visage mal racé de Claude Fourier. Elle a tracé sa voix silencieuse et solitaire. Surgit des ténèbres du passé, cette nuit-là, sur le joue rugueuse de l'inspecteur divisionnaire Claude Fourier. Lentement, très lentement, une larme d'enfant coulait. Alors cette phrase... Ça te donne des frissons, je trouve. Bon, merci beaucoup. Ouais, c'est le but. On est toujours gêné lorsqu'on écrit quelque chose de voir le sentiment des autres. C'est une forme de pudeur, mais qui était à la fois très agréable. En fait, cette histoire, quand on écrit, souvent, on s'inspire du réel. Ouais, et en fait, cette histoire, sous une forme complètement différente, j'en ai été témoin. Un jour, un vieux monsieur dans un mariage. J'étais à côté de lui, on a évoqué un certain nombre de sujets personnels. Et il a évoqué, mais c'était un monsieur qui avait 85 ans peut-être, et il a évoqué la mort de sa mère. Et à ce moment-là, cet homme qui avait perdu sa mère 75 ans plus tôt, l'émotion qu'il y avait en lui, elle était restée intacte. C'est-à-dire qu'en fait, à 85 ans, il était redevenu un enfant. Parce que l'émotion n'a pas d'âge. Et donc, c'était ça qui était remonté. Et cette expérience d'un homme qui, d'un seul coup, 75 ans après la perte d'un être proche, retrouve les émotions et la tristesse, pour le coup, qu'il avait eue, et bien, voilà, cette idée m'a inspiré l'excipit de mon livre, qui est le terme exact pour la dernière phrase d'un livre. L'excipit. Voilà. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que moi, je lis énormément, et... Je développe mon vocabulaire toujours. Et là, à chaque page, j'avais au moins deux ou trois mots que je ne connaissais pas. Parce que Fabrice, il a cet art, cette grande maîtrise de la langue de Molière. Et il sort des mots rares, anciens. Je ne sais pas d'où tu sors tous ces mots. Tu voulais faire un dictionnaire, tu m'as dit. Alors, déjà, moi, j'ai lu beaucoup d'auteurs qui m'ont enrichi mon vocabulaire. D'ailleurs, souvent, les gens disent que ce n'est pas agréable de lire derrière toi parce que je stabilote les livres. Bah oui. Il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. Alors moi, quand je vois quelque chose soit une tournure qui m'interpelle, soit un mot que je ne connais pas, je le stabilote. Voilà. Oui. Donc un peu comme le facteur cheval qui ramassait des cailloux. Voilà, le facteur cheval, il ramassait des cailloux et puis avec ces cailloux, il a fait un palais. Tu es allé au palais idéal. Voilà, donc voilà, c'est un modèle pour moi. Voilà, on peut modéliser le facteur cheval. Et lui, il fait sa tournée et qui voit une forme ou un machin qui l'intéresse, il le met dans sa poche et après, avec tout ça, il fait un palais. Moi, à une autre échelle, plus modèle, quand je vois un mot qui m'intéresse, je le note, je le mets dans ma poche. Et je ne sais pas ce que j'en ferai. Ouais. Et donc je les collectionne, j'ai des boîtes à mots, et je les empile là-dedans. Et tu les notes où? Je les note. Tu as des carnets, t'es quoi? Oui, quand je suis en voyage, j'ai un carnet, et quand je suis chez moi, je le mets dans un énorme fichier, dont j'avais d'ailleurs au début commencé à faire sur l'ordinateur. L'ordinateur, voilà, et j'avais même commencé à faire une histoire complète avec ces mots. C'est-à-dire qu'on essayait d'écrire une histoire qui ne reprendrait que ces mots. Alors pour le coup, elle serait complète puisqu'il y aura à peu près 70 mots peu ou pas connus par page. Alors là, faut pas décourager le lecteur non plus. Il est de bonne volonté, le lecteur. Il faut l'encourager. Et dis-moi, quand est-ce que tu écris? Par exemple, moi, des fois, je suis des modèles d'écrivains. Amélie Nothomb, je sais qu'elle se lève à 4 h du matin, qu'elle lit jusqu'à 8 h, 4 heures vraiment intenses, etc., en buvant beaucoup du thé vert. Tu vois. Hemingway, il écrivait de 6 h du matin jusqu'à midi. Debout d'ailleurs sur un petit truc, etc. Donc il a beaucoup de modèles d'écriture. Il y a beaucoup de modèles. Toi, tu fais comment, toi? D'abord, souvent les gens qui écrivent ou qui créent ont raconté leur manière d'écrire, donc c'est intéressant. Oui. Voilà, et soit ils les ont enregistrés, soit ils l'ont écrit, soit ils l'ont décrit. Voilà, on s'aperçoit que pour écrire, il y a beaucoup de modèles différents. On ne peut pas comparer quelqu'un qui est un écrivain professionnel ou à plein temps, qui va donc structurer sa vie autour de l'écriture avec quelqu'un qui travaille par ailleurs. Donc le temps consacré à l'écriture et l'énergie n'est pas le même. Donc moi, pour écrire, j'écris beaucoup dans les bistrots. Ah oui, donc en fait, quand il y a du bruit et plein de monde, moi...
Ça t'aide à te concentrer. Surtout quand c'est du bruit et plein de monde, de gens que je connais pas. Ah oui. En fait, le bruit et Tu peux t'abstraire. je m'abstrais complètement et au contraire, ça me nourrit. Voilà. Donc, d'être au coin d'un bistrot et de voir des gens qui parlent de tout et de rien, ça m'inspire énormément. Donc, Mais tu écris à la main ou tu... Une tablette, le premier jet, je le fais à la main. J'ai essayé qu'un ordinateur sur moi, l'ouvrir, le fermer. En fait, je suis peut-être on est une des dernières générations graphiques, avec une écriture manuelle. Voilà. En tout cas, moi, voilà, pour beaucoup de choses, je suis encore à l'écriture à la main. Après, bien évidemment, c'est le premier jet, on retravaille son texte sur ordinateur. Donc, soit je peux écrire comme ça, soit je participe aussi à des ateliers d'écriture, c'est-à-dire que je rencontre d'autres gens qui veulent écrire et on lance un thème et on écrit entre nous, mais chacun va développer un univers différent à partir du même thème, et c'est très bien parce qu'il y a une émulation du groupe là, qui va se créer de gens qui poursuivent le même but. Et puis souvent je me lève, les gens qui écrivent dorment un peu moins, donc je me lève un peu plus tôt. Ah oui, tu te lèves à quelle heure surtout l'été, c'est plus facile. Je vais me lever une heure plus tôt, donc des fois je suis devant mon ordinateur à 6h30 le matin, et voilà, et je profite du calme de la maison pour écrire une demi-heure ou une heure. Voilà, Mais donc c'est un peu du temps que je vais chaparder ou organiser de ci, de là. Donc pour revenir, Albéla, à ce que tu me disais précédemment, donc ça, j'ai écrit un premier roman. J'espère en écrire 5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parmi tous les gens qu'on a cités, il y en a un qui me tient à cœur particulièrement, qui est Léo Malet. Hein. Léo Malet, c'est un grand auteur de polar, et il a eu une idée un peu de génie, qu'il a repris d'ailleurs lui-même d'Eugène Sue, qui avait écrit Les Mystères de Paris. Il a dit, je vais faire une histoire par arrondissement. L'ensemble de l'intrigue va se dérouler dans un même endroit. Donc il a inventé le concept du huis clos en plein air. C'est-à-dire qu'en fait, tout va se passer au même endroit. Et là, j'ai essayé d'écrire ce roman entièrement dans le 18e arrondissement. C'est-à-dire que toute l'action se déroule principalement dans le 18e arrondissement. Bien évidemment, dans un roman, pour ne pas lasser le lecteur, par moment, on va sortir et il y a des choses qui se passent dans le passé. Mais l'instant du présent, du temps de la narration, va se passer entièrement dans le 18e arrondissement. Pourquoi le 18e ? Parce que Léo Malet, il n'a pas terminé les 20 arrondissements de Paris. Il en a écrit 15 sur 20. Les 5 derniers, il ne les a jamais fait. C'est quoi ces bouquins ? Comment ça s'appelle ? C'est Nestor Burma. Nestor Burma, bien sûr. Mais je n'ai pas lu alors. Du coup. Voilà, donc Nestor Burma. Donc il a fait 15 arrondissements de Paris. Oui, c'est vrai. Et donc il y en a 5 sur lesquels il n'a jamais écrit, qui sont de mémoire le 18e, 19e, 20e, le 7e. Donc je ne sais pas si c'est 4 ou 5. En tout cas, il n'a jamais écrit sur ces 3-là, 18, 19, 20 et 7. Donc là, modestement, j'ai écrit un polar qui se passe dans le 18e. Et actuellement, j'en ai écrit un qui se passe dans le 20e. Et j'aimerais bien pouvoir, dans un style différent de notre époque, boucler la boucle pour Léo Malet. Écoute, ça c'est un projet génial. Moi j'avais compris que tu voulais les situer tous dans le Montmartre. Je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça, mais apparemment j'ai pas... Non, j'ai exploré Montmartre, on va changer. Alors je change d'époque et je change d'époque et je change de lieu. Et après on verra le reste. Mais tu as toujours tes 5 ou tu verras ? Puis 2, souple, etc. puis 2, puis voilà, puis après qui peut prédire l'avenir. Et tu fais toujours les ateliers d'écriture ? Oui, alors un peu moins, mais j'y vais de temps en temps. Donc une énergie de groupe, on rencontre des gens, c'est des lieux sympas, voilà. Ouais. C'est des gens qui créent, et ce qui est assez drôle, c'est qu'avec les mêmes contraintes ou les mêmes mots, on n'écrit pas du tout les mêmes histoires. Non, moi j'ai participé aussi, je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'à partir d'une contrainte, tout le monde crée des choses très différentes. Très différentes. Et la créativité, en fait, elle n'a pas de fond. Enfin, c'est à l'infini. On peut être créatif à l'infini, on peut créer des histoires, des personnages, enfin... c'est fabuleux ce sentiment de liberté qu'on a quand on écrit, je trouve. Ce qui est un peu surprenant quand on écrit, on découvre toujours des choses qu'on a en soi qu'on ignorait totalement. C'est vrai, on peut se découvrir soi-même. Ah oui, des fois on peut se donner soi-même. Parfois on se surprend. Qu'est-ce que c'est que ça ? On se surprend, oui. Bien, eh bien, écoute, ça c'est vraiment, voilà, un homme qui est matheux et littéraire à la fois. C'est pas banal, je trouve personnellement. Merci. Ouais. Voilà, et puis j'essaie aussi de mener mon entreprise Bourse des Vols
au plus haut, au plus haut. au plus haut du développement. Et puis je te remercie du temps que Je tu t'en prends prie. pour t'intéresser à la fois à ce que je fais professionnellement et en dehors. En dehors. Merci beaucoup, Patrice. Fabrice, tu étais donc dans ce programme nouveau qui est Leader Inspirant. Il y aura d'autres personnes qui vont témoigner aussi un petit peu de leur vision, du leadership, de leur métier, de la vie en général. Ton but dans la vie, est-ce que tu as une devise? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Je vais finir avec ça. Ah, ce que j'attends de la vie, alors là, c'est... Quel est ton but? Enfin, tous les matins, etc. Est-ce que tu as quelque chose que tu te dis, aujourd'hui, j'aimerais bien être ceci, cela, ou je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose qui te Oh, il y a beaucoup, on pourrait citer, il y a beaucoup d'aphorismes qui parlent de ça. Il y en a, parmi ceux-là, je dirais qu'il y en a un que j'aime bien, c'est il faut vivre comme si on allait mourir demain Oui. et apprendre comme si on allait vivre toujours. C'est vrai. Ça, c'est un Chinois qui a dit, je pense, ça, non? On va retrouver l'auteur, on Il va va lui retrouver rendre l'auteur, oui. la paternité de cet aphorisme. Fabrice, merci beaucoup. Et chers professionnels du voyage et du tourisme, je vous dis à très bientôt au prochain entretien avec leader inspirant de The Travel Experts. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.